Bon mercredi à tous, madame, messieurs, c'est la troisième édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse, la nouvelle expression parle de fait un rappel de mémoire. Il y a un an, il mourait entre les mains de l'armée. C'est le titre proposé par le journal. Pour expliquer, c'est le 2 juin 2020 qu'Equinox Télévision a annoncé donc en exclusivité la mort du journaliste Samuel Ouazizi, interpellé à Buea et gardé au secret depuis un an. Malgré notamment la promesse du gouvernement camerounais, son corps n'a toujours pas été restitué à sa famille et aucune enquête n'a abouti, malgré le ramdam donc que la terrible nouvelle avait provoqué au plan national et international. Tout un dossier à lire ce matin dans la nouvelle expression. Le même journal parle également de Parlement, les enjeux d'une session, débat d'orientation budgétaire, problèmes fonciers et d'électricité sont entre autres sujets qui seront justement abordés. C'est ce qu'on découvre en page 3 et d'autres informations à lire dans le journal. La nouvelle expression un kiosque ce matin. Et puis l'aide du Sahel s'intéresse également à l'actualité et parle de Covid-19, révélation sur la gestion des financements de l'AFD, et on peut découvrir le journal pour dire que c'est un échange de lettres avec la Chambre des comptes qui détaille bien entendu l'usage même fait d'une partie des 6 milliards de francs CFA mis donc à la disposition du ministère de la Santé. C'est ce qu'on découvre également dans le journal ce matin. Vous aurez l'occasion de lire. Et également, on parle aussi du Covid-19 avec la vaccination qui ne fait pas courir à Garoua et les éléments à lire en page 8 du journal en kiosque ce matin. Et puis le journal Forum Libre s'intéresse également à autres faits, fabrication de l'hydrochloroquine et également la zithromycine. Comment Sam Oyono et Rose Leke ont roulé Paul Biya. Autant d'informations à lire dans le journal ce matin. Le journal est disponible en kiosque. Il a également d'autres informations aussi. Je vous invite à parcourir le numéro. Et Cameroun Tribune parle de lutte contre les accidents de la route avec les maires au front finalement. Et là, à la suite notamment des transferts de compétences ou de ressources récemment opérés par le ministre des Transports en faveur d'une douzaine de communes situées donc essentiellement sur des axes donc accidentogènes, selon bien sûr le tabloïd, de pratiquement 300 millions de francs CFA pour une douzaine de communes. C'est ce que le journal propose ce matin également. Le journal Émergence, qui en kiosque s'intéresse à l'actualité, parle de réforme carte sanitaire révisée pour la période de 2022-2025. Ce sont là des informations à lire aussi dans le journal. Et puis l'économie qui en kiosque parle d'infrastructure, la rareté même des ressources dégrade les routes en terre. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal. On parle donc de couvrant 93% du réseau routier national. Elles sont les plus utilisées au Cameroun. Et quelques pistes donc pour un entretien durable à lire dans le journal ce jour. Le journal a d'autres informations aussi. Mutation parle dans le domaine privé de l'État. L'autre audit explosif, c'est ce que le journal propose comme information ce matin. C'est la grande une d'ailleurs du numéro qui parle donc de ce contrôle, le contrôle supérieur de l'État qui enquête sur la gestion du patrimoine public de 2016 à 2021. Et donc, c'est un nouveau scandale d'État en téléchargement. C'est à lire en page 5. Le même journal parle de Covid-Gate avec Medilline médicale qui rompt le silence finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a pu relire, qu'est-ce qu'on a pu entendre également? Ce sont là des informations à lire dans Mutation de ce matin. Le journal est en kiosque, tout comme Repère, qui parle également des étudiants du Yaoundé 2 à Soir. 700 étudiants de master aux abois, c'est ce que le journal propose. Et on parle également du Sénat et l'Assemblée nationale. Pourquoi le gouvernement ne remplace jamais les élus décédés? Ce sont là des questions, des éléments de réponse sont contenus dans le même journal Repère en kiosque ce matin. Le journal est disponible, c'est Ouest Eco qui parle donc de la polémique autour du chantier de la sous-préfecture de Batié et le fort exige d'ailleurs au sous-préfet de rembourser l'argent pris donc aux élites. Batié, c'est ce que le journal propose aussi ce matin. Je vous invite à lire le numéro disponible en kiosque. Le même journal est donc en kiosque et parle aussi d'autres faits importants, notamment du Covid-Gate, avec quelques informations importantes également. Et là, le quotidien Santé, Éco-Santé parle aussi de la formation en médecine. Les doyens des facultés révisent les curricula. Ils sont tous en formation pour notamment de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies pour améliorer leur façon de faire sur le terrain. C'est ce que le journal propose ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Et le quotidien Le Jour, qui en kiosque également ce jour, parle notamment du Covid-19. Vaccin, cherche preneur. C'est le dossier proposé par le tabloïd à l'Assemblée nationale. Les députés parleront donc de coupures d'électricité et notamment des titres fonciers. Autant d'informations à lire dans la presse de ce matin. Idriss Sisson, bonjour et bienvenue.
téléspectateurs. Flavien, bonjour spécial aujourd'hui au directeur général de la Sonatrel, qui ne tiendrait pas ses promesses. Vous savez, peut-être qu'on lui a donné un cadeau empoisonné. Vous savez, la Sonatrel, c'est la Société nationale de transport d'électricité. Et aujourd'hui, vous voyez que nous avons beaucoup de problèmes d'électricité à cause du transport d'électricité qui est vétuste. Si vous voyez toutes les bases de la Sonatrel, qui étaient anciennes bases Néo, je vous assure que ce n'est pas du tout gai là-bas. Et non seulement le DG a pris des engagements qu'il ne tient pas, il ne tient pas ces engagements même avec les retraités qui étaient anciens agents Eneo qui ont été transférés à Sonatrel, qui tardent à recevoir tout ce qu'il faut, leurs droits, comme cela se doit. Donc je lui dis bonjour au DG de la Sonatrel et à tout son staff. A-t-il reçu un cadeau empoisonné tel que vous posez voilà, la question? Pour qu'il fasse des efforts pour tenir les promesses. Voilà. Merci d'être avec nous ce mercredi, comme tous les mercredis d'ailleurs. Bonjour Casimir Désiré Tagné. Une fois encore, vous êtes là cette semaine. Bonjour Flavien, bonjour aux nombreux fans du mercredi de Casimir. Idriss pose là un problème suffisamment sérieux et très important. Je crois que ça risque même de faire partie des enjeux de la prochaine session du Parlement, où on s'usure qu'on va peut-être discuter sur les problèmes d'énergie au Cameroun. Espérons que pour une fois, les députés vont mettre cela sur la table et discuter, parce que entre Sonatrel, Arcel, Néo, EDC même, on ne sait plus finalement à quel sens se vouer, et c'est un carfouillage total, et finalement on ne sait pas exactement qui fait quoi. Finalement. En tout cas, ça reste une question. Mais la nouvelle expression ne pose pas des questions ce matin, mais fait plutôt un rappel de mémoire. Il y a un an, il mourait entre les mains de l'armée, c'est le titre du journal, pour parler de Samuel Ouazizi. Oui, pour dire que la nouvelle expression fait juste son métier. Et le fait si bien qu'un an après cette annonce scandaleuse, comme le journal le dit, qui rappelle que Ouazizi avait été en 2019 et après à Boya, il a disparu de la scène, de la circulation, et on est revenu un an plus tard pour annoncer son décès. Et on se trouve en 2021, encore le 2 juin, et le journal qui repose le problème sur la table pour dire, parce que vous savez, vous vous souvenez qu'il y a un an, le gouvernement avait pris l'engagement de remettre le corps, de reçu le corps à la famille, avec tout ce que cela comporte, et avait apporté des précisions sur cette annonce qui était macabre. Mais en 2021, c'est comme si nous étions encore un an avant, c'est comme si nous étions encore le 2 juin 2020, mais nous sommes en 2021, presque rien n'a bougé. Alors, la famille attend toujours le corps de Samuel Ouazizi. Oui, on dit généralement au Cameroun que si vous voulez enterrer un dossier, vous constituez une commission d'enquête, parce que généralement, les commissions d'enquête ne rendent jamais leur copie. Souvenez-vous, on se demande bien, qu'est-ce qu'on a contre les journalistes camerounais? Est-ce que les journalistes camerounais constituent une menace pour cet État? Pourquoi les journalistes sont toujours la cible de certaines personnalités? Souvenez-vous du cas de Bibi Ngota, qui était décédé en prison. Souvenez-vous du cas de Jules Koumkoum, le DP du journal Le Jeune Observateur. Pour le cas de Samuel Ouazizi, il a fallu que la télévision Equinox, un certain 2 juin 2020, annonce au cours d'un journal télévisé de 20 heures qu'un journaliste a été arrêté depuis plus d'1 an et qu'apparemment il est mort. Et c'est à ce moment que les gens ont commencé à se tourner les pouces pour nous raconter n'importe quoi. Ce n'est pas le premier cas des enquêtes impossibles au Cameroun. Je dis bien les enquêtes impossibles parce que avant Samuel Ouazizi, il y a eu le cas de Florence Ayafor, qui était gardienne de prison et qui avait été sauvagement assassinée. Il y a eu le massacre ou bien la tuerie de Garbo. Vous vous souvenez de regretter mémoire, on n'a jamais donné de la suite de ces affaires-là. Voici Samuel Ouazizi, dont on annonce, et le ministère de la Défense a confirmé effectivement qu'il était décédé depuis le 17 août 2019. Donc, pratiquement 6 mois avant l'annonce de Equinox Télévision. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu le corps, on n'a jamais remis le corps à la famille. Est-ce qu'on l'a enterré nuitamment? Si oui, où? Montrer au moins, je crois qu'on peut encore aller exhumer, parce que chaque famille aimerait enterrer son corps, pour se rappeler que nous avons quand même
perdu un membre de la famille, voilà là où reposent ses restes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu les restes de Samuel Ouazizi. Les cris de détresse des journalistes n'ont servi à rien. Les ONG ont fait tout ce qu'ils ont pu, ça n'a rien donné. La société civile, les partis politiques et autres, et jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas les traces de la dépouille ou du corps, ou alors, où est-ce qu'on a enseveli Samuel Ouazizi. La nouvelle expression fait un rappel de mémoire ce matin, justement pour présenter toute cette situation. Tout dit que jusqu'ici, la famille n'a toujours pas reçu le corps. Oui, nous tirons vraiment un coup de chapeau au journal La Nouvelle Expression. J'ai même constaté que notre excellent confrère Jean-Paul Chuniat a signé un article dans ce volumineux dossier. Et je lui tire un coup de chapeau parce que c'est à travers l'article de Jean-Paul Chuniat que nous avons les dernières volontés ou bien les dernières paroles que Samuel Ouazizi avait fait avant de ne plus avoir de traces, puisqu'il avait été enlevé à Buea et amené à une destination inconnue. On dit qu'on l'a amené à Yaoundé et que finalement c'est à Yaoundé qu'il est décédé. Donc ce journal, je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à La Nouvelle Expression et à toute l'équipe qui a travaillé sur ce dossier. Très bien, merci. Alors donc on va lire le dossier également proposé par le journal, la page 6 à la page 9. Et toujours dans le même numéro, on parle du Parlement avec les enjeux d'une session, on parle des débats d'orientation budgétaire, on parle des problèmes fonciers et d'électricité qui seront sur la table des députés lors de la prochaine session. Flavien, s'il faut seulement faire des débats, vous savez où est-ce qu'ils nous ont menés jusque-là. Vous savez que le Cameroun est un pays où tout le monde est excellent dans le débat, où les gens, chacun donne son avis, on en parle, on peut gloser du matin au soir, du janvier à décembre, mais le problème n'est surtout pas... moi, je pense que les enjeux d'une session sont relevés, mais est-ce que cette session sera au moins celle qui pourra nous permettre de découvrir que le Parlement peut créer une commission d'enquête, quelques parlementaires dans un domaine précis. On est là aujourd'hui face à la question du Covid-Gate. Que pense le Parlement? Je n'ai pas vu ça dans les enjeux de la session, mais il y a quand même une thématique très importante qui est celle de l'électricité. Aujourd'hui, vous vous souvenez de l'extrême nord jusqu'au sud-ouest, en passant par le nord-ouest, le sud, littoral, ouest, et est et centre et tout ça, les problèmes d'électricité sont là. On en parle depuis des dizaines d'années, ils s'aggravent. Est-ce que le Parlement pourra, dans cette session qui s'annonce la semaine prochaine, véritablement, au-delà du débat, poser des actes forts qui puissent permettre au gouvernement de véritablement prendre le taureau par les cornes avec un cahier de charges précis, avec un timing détaillé pour qu'on ait les résultats. Parce que si le Parlement vient faire le débat, pour faire le débat et pour que les médias en parlent, ça sera de la communication. Mais nous, aujourd'hui, on veut aller au-delà de la communication. On veut que le Parlement prenne des mesures fortes dans le contrôle, dise au gouvernement, voici l'état des lieux, nous mettons une commission en place, la commission présente son rapport, le rapport donne des résolutions et on donne au gouvernement un timing. Et si le gouvernement n'assume pas sa fonction, le gouvernement est incompétent, que le Parlement puisse dire au gouvernement qu'il est incompétent, vraiment, et inviter le président de la République à changer son gouvernement d'incompétent, de ministre incompétent. Parce que on ne peut pas, en 2021, continuer seulement à bavarder pour plaire, à bavarder pour donner l'impression qu'on a de l'empathie avec les populations, qu'on est au courant de leurs problèmes, qu'on en parle, mais au-delà d'en parler, nous voulons des actes forts. Justement, c'est ce qui est attendu d'ailleurs au terme de cette session, la prochaine session qui est annoncée pour la semaine prochaine. Et on peut lire la suite également dans le journal, en page 3 de La Nouvelle Expression ce matin. Et là, on s'intéresse également à la grande une du journal, L'Œil du Sahel, qui parle de Covid-19, des révélations sur la gestion même des financements de l'AFD. Je crois que le journal L'Œil du Sahel a soulevé un lièvre, et un gros lièvre cette fois-ci, parce que jusqu'à maintenant, on parlait des 580 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. On n'avait pas su qu'à côté de 580 milliards de francs CFA, il y avait d'autres milliards décaissés par l'AFD, l'Agence française de développement, dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Et justement, l'AFD avait promis de décaisser ou bien d'octroyer 6 milliards, un peu plus, 6 milliards et demi de francs CFA au gouvernement camerounais pour lutter contre Covid-19. On se demandait bien qu'est-ce qu'on a fait de ce pactole. C'est le journal L'Œil du Sahel qui nous révèle aujourd'hui qu'effectivement, un peu plus de 4 milliards de francs CFA ont été décidés, ont été accordés finalement sur les 6 milliards. Et que même les 4 milliards de francs CFA qui ont été octroyés n'ont pas été payés en tant que tels.
on a peut-être viré de l'argent dans le trésor, et le trésor, sous l'instigation, je ne sais de qui, de quel organisme, a distribué cet argent parmi certains organismes, et des organismes de renom, vous vous en doutez, des organismes comme le PNUD, comme l'OMS, comme il y a eu d'autres petits organismes qu'on ne connaissait jamais, comme Alima, Action contre la faim et autres. Voilà, c'est des organismes qui ont eu reçu chacun entre 500, 400 millions, 1,5 milliard et autres, et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils en ont fait. Je crois qu'il faudrait que, et c'est la Chambre des comptes, dans un échange de courrier, qui a révélé, qui a réussi à démontrer que cet argent a été payé par le trésor camerounais. On ne sait pas qu'est-ce qu'on en a fait. Je crois que c'est un Covid-gate peut en cacher un autre. Vous savez, hier, c'est... On peut dire que c'est pas fini en tout cas. Oui, parce que vous savez qu'on a dit qu'il y avait chloroquine-gate, il y avait Covid-gate, mais il y aura même Orca-gate. Il y aura beaucoup de gates autour de Covid. Idriss Dissam, vous avez également lu l'article de l'Edusel, qu'on peut dire qu'il y a toujours, comme on dit, sous la cendre du feu. Oui, en fait, il faudrait tout simplement que les organismes apportent des précisions, en fait, surtout le ministère de la Santé qui est indexé, parce que le ministère de la Santé puisse expliquer comment ça s'est passé. Je pense que vous savez que les 6,5 milliards et les 4 milliards qui ont finalement été donnés par l'AFD ont été donnés dans le cadre du CDD, vous savez, le contrat des endettements développement. Donc c'est dans ce cadre-là, comme il y a des fonds là-bas, que l'agence française de développement, parce que l'AFD c'est l'agence française de développement, a décidé d'octroyer, d'aider le gouvernement camerounais à l'accompagner dans le cadre de la lutte contre la Covid. Maintenant, il se trouve qu'il faut maintenant vérifier, est-ce que l'AFD en donnant cet argent avait dirigé, parce que vous savez que donné des orientations. Parce que vous savez que l'argent du CDD, on connaît comment ça se passe. Souvent, quand vous entendez Flavien vous dit l'aide des Turcs, l'aide des Égyptiens, l'aide des Hollandais, souvent les gens qui viennent dans le marché, c'est les gens de ces pays-là. Donc en fait, on nous donne l'argent par la main droite et ça sort par la main gauche. Non, il faut que vous le sachiez. Donc maintenant, est-ce que l'AFD, en octroyant ces 4 milliards, est-ce que dans leur courrier, parce qu'il faut que le ministre de la Santé explique cela à la Chambre des comptes, puis la Chambre des comptes veut voir clair. Comment est-ce que la procédure de passation de marché a été respectée telle que c'est recommandé? D'un, est-ce que celui qui a donné l'argent avait imposé des organismes qui devaient en bénéficier? Mais même comme cela, est-ce que ces organismes ont justifié l'usage de cet argent? Donc c'est tout cet ensemble de questionnements qu'il faudrait qu'aujourd'hui le ministère de la Santé, encore sur la sellette, et sera toujours sur la sellette, parce que bon, c'est lui qui est à la vedette, puisse apporter des éclaircissements à la Chambre des comptes. Mais Idriss, il y a quelque chose qui m'intéresse un peu dans ce dossier, c'est qu'il y a au moins un organisme comme la Chambre des comptes qui enfin démontre qu'on pouvait compter sur elle. Mais il faudrait également que les autres organismes, à savoir le Consupé, le ministère des marchés publics, la NIF et autres, entrent dans la danse et essayent de prouver qu'on peut compter également sur eux. Et souvenez-vous qu'on a besoin d'un pactole de 89 milliards seulement pour la reconstruction du Nord-Ouest. Pendant ce temps, on a de l'argent qui vient de gauche à droite et qu'on essaye tout simplement de dilapider alors que cet argent pouvait être capitalisé à autre chose. Voici la saison des pluies qui arrive et les inondations ont recommencé, que ce soit à Douala ou à Yaoundé ou même à Garoua et à Gaoundéré et dans l'extrême nord. Malgré la construction des drains. Malgré quelques constructions, parce qu'on n'a pas construit tous les drains. Je regrette Flavien parce que justement je crois même que c'est exactement l'AFD qui avait octroyé 102 milliards de francs CFA à la ville de Douala pour reconstruire les drains. Si on avait reconstruit effectivement tous les drains de la ville de Douala, je crois qu'on n'aurait plus eu d'inondation. Moi, je suis limitrophe chez moi, ici à Douala, à un drain qui avait été matérialisé, mais personne n'a plus jamais vu quelqu'un qui est repassé par là. Et ça fait partie des multiples drains comme Makepe Misoke. On a construit un pan et on a laissé le gros du dossier, le gros du drain, sans construire. Donc voici venue la période des pluies, alors qu'on a de l'argent qui pouvait nous aider à gérer tous ces problèmes-là.
on le dilapide, on mange à bouche que veux-tu, on distribue entre petits copains, on crée des sociétés écrans, des sociétés qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais figuré dans le fichier des impôts au Cameroun. Et voilà comment on dilapide notre argent qui pourrait bien nous servir à autre chose. Ok, le dossier est contenu dans le journal, en page 3 du numéro de l'édition ce matin. Alors, autre chose, peut-être vous parlerez également de Covid-Gate, non, cette fois-là de domaine Gate, domaine privé de l'État. C'est Mutation qui nous propose un titre ce matin, parlant notamment de l'autre audit explosif dans le cadre du domaine privé de l'État. Oui, donc, c'est une enquête qui est engagée désormais, le contrôle supérieur de l'État et aux trousses du ministre du domaine des affaires foncières. Mais Flavien, je vous ai dit tantôt que si nous avions un parlement qui faisait son job, chaque ministre serait sur la sellette. Parce que si on quitte de la santé, maintenant on va dans le domaine, ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières, vous-même vous êtes sans ignorer, Flavien, du nombre de problèmes qu'il y a entre ceux qui font des titres fonciers, ont des titres fonciers fictifs, entre ceux qui ont des faux titres fonciers, entre ceux qui achètent les droits pour pouvoir avoir des titres fonciers qu'ils ne méritent pas. Mais nous sommes dans un environnement où souvent celui qui a l'argent a le terrain. Et ceux qui ont le terrain, qui perdent leur terrain parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils n'ont personne qui peut véritablement les aider. Donc en fait, cette audit qui est faite là, ne soyez pas surpris qu'à la sortie de cette audit, à la sortie de ces enquêtes réalisées, qu'on puisse annuler plusieurs titres fonciers qui ont été attribués à plusieurs propriétaires terriens, entre guillemets, au Cameroun. Je vous assure que ce soit dans les 10 régions du Cameroun, que ce soit dans les arrondissements, les départements, c'est le problème foncier est un problème, et c'est un problème qui peut être demain une bombe à retardement. Parce que il y a ceux qui ont de l'argent, on fait main basse sur les terres, en rasant, c'est-à-dire en utilisant les moyens, en achetant ce qu'il ne faut pas acheter, en prenant ce qu'il ne faut pas et en laissant ceux qui sont les propriétaires terriens sans rien du tout. Vous ne faites pas bien de le dire, Idriss, parce que lorsque vous faites un tour dans les tribunaux, 80% des affaires qui sont appelées quotidiennement dans les tribunaux, c'est des affaires foncières. C'est toujours comme cela. Et quand vous parlez du domaine Gate, Flavien, on va y arriver. Vous savez ce qui décourage les enquêtes et les commissions d'enquête au Cameroun? C'est parce que lorsqu'on fait une enquête et à la fin on se rend compte que c'est entre eux, c'est-à-dire les gouvernants là, on est obligé de dissuader et puis de laisser passer. Regardez à Douala. Un journal a démontré qu'il y a des membres du gouvernement qui ont pratiquement 25-30 titres fonciers chacun. Ça c'est exorbitant. C'est inadmissible dans un pays normal. Vous voyez quelqu'un qui a 10 000 hectares dans une ville. Mais c'est un peu grossier parce que quand on dit 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Alors quand quelqu'un a déjà 10 000 hectares, mais ça veut dire qu'il veut posséder à lui seul tout le Cameroun. Quand je prends l'exemple de la ville de Douala. Regardez à partir du marché des fleurs jusqu'à l'aéroport, des deux côtés, des abords de l'axe là. Et c'est des endroits qui étaient supposés être le domaine privé de l'État. Et que sous Congo et Dima, de regretter mémoire, cet endroit était jalousement conservé. Regardez, vous croyez que c'est vous et moi qui avons vendu ces endroits-là? C'est les gouvernements. C'est le gouvernement, c'est les gouvernants. C'est le préfet, c'est le sous-préfet, c'est le gouverneur, c'est les ministres qui signent des grés à gré et qui octroient cela aux individus. Et pas n'importe quel individu. Très souvent, c'est entre eux, par des jeux de prête-nom. C'est-à-dire, je suis Casimir Désiré Tanier, mais vous n'allez jamais voir mon nom là-bas. Vous allez voir le nom de mon petit-fils. Le nom de mon petit-fils ou bien le nom de ma petite-fille sous un prête-nom qui a un domaine là-bas et pas n'importe quoi. Vous voyez, c'est des domaines. Si on pouvait rentabiliser cela, ça donnerait énormément de l'argent à l'État qui pouvait servir pas seulement à construire des écoles, des centres de santé et autres. Donc, je crois que en dehors du Covid-Gate, nous risquons de tomber une fois de plus dans le domaine Gate. Alors c'est la gestion du patrimoine public de l'État. C'est pour une période de 2016 à 2021. Oui, Flavien, ce que je voulais juste ajouter à ce que Casimir a dit, est que si vraiment ceux qui regardaient dans les villages, il y a des gens qui ont des titres fonciers dans des zones forestières où on n'a même jamais vu une machette passer. Si ces gens même mettaient ces domaines-là en profit, c'est-à-dire qu'en valeur, en créant des emplois, en employant même ces riverains,
en donnant. C'est-à-dire, en fait, si cela était mis en valeur, Flavien, on ne serait pas là à pleurnicher. On aurait dit, mais vous aviez de la forêt, quelqu'un est venu acheter pour mettre en valeur et ça rapporte de l'argent, ça vous permet de vivre avec tout ce que cela comporte. Et surtout en tenant compte de ce qu'on appelle la responsabilité sociale, en sachant que là où on a acheté, c'est un domaine qui appartenait à telle famille, à tel clan, à tel ceci. Donc, mais je vous assure, les gens ont ce domaine et ils ne font rien et attendent le moment venu pour pouvoir multiplier le mètre. C'est pour ça que vous voyez qu'au Cameroun aujourd'hui, Flavien, le mètre carré ne fait que prendre de... C'est-à-dire qu'il ne fait que se multiplier. Le mètre carré qui coûtait presque rien ne fait que... Parce que ces gens achètent des terres et sont les premiers arrivant à des prix exorbitants et ils s'arrangent. Comme c'est eux les décideurs. Vous savez, quand quelqu'un est décideur et vendeur, pour imaginer ce qu'il... Il fait tout pour créer la surenchère parce qu'il sait que comme il est parmi ceux qui sont les propriétaires terriens, et c'est la même chose qui s'est passée avec les questions des locataires. Ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est construire des immeubles, mettre en location et maintenant mettre des loyers en vous disant que vous ne pouvez pas loyer. Voilà les mesures. On fait même voter les lois à l'Assemblée pour mettre le locataire dans une situation compliquée. Mais Idriss, alors qu'il n'a pas lorsque le bien immobilier est le seul bien qui prend de la valeur seconde par seconde. C'est-à-dire, si vous achetez un terrain le matin, le soir, vous le revendez, vous aurez quelque chose de plus. Alors que les autres biens, voitures et autres, dès que vous l'achetez, ils perdent de la valeur. Donc, ce n'est pas les citoyens qui augmentent le prix, hein, c'est naturel. C'est la précision que je voulais vous faire. La surenchère, justement, on ne refuse pas, mais elle est faite par ces mêmes gens qui, si on laisse les propriétaires terriens, les familles, les clans, les communautés, gérer leurs terres, c'est eux qui en profiteraient, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je dis maintenant, c'est eux qui viennent arracher les terres. Mais qu'est-ce qu'on fait même, Flavien? Les gens ont les dossiers de l'État. Ils voient en 2030, il y aura un chantier à l'océan, à tel endroit, au sud, dans tel... Vous n'êtes pas au courant, vous êtes dans votre village, vous ne savez pas. Ils viennent vous tromper en vous donnant du vin et des trucs, ils vous prennent les terres, sachant que dans 10 ans, il y aura tel chantier là-bas. Et lorsqu'on viendra, mais c'est ce qui se passe, Flavien. Et à ce moment-là, les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer. Alors, quels sont ces dirigeants que nous avons, ces gouvernants que nous avons, qui ne sont que qui pensent à eux-mêmes, et qui sont là comme des Al Capone, qui veulent tout simplement faire main basse sur tout alors, ce qui vous voulez dire que l'information est cachée à l'avance. Pourtant, la population devait être informée. Tout à fait, c'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas fait. Du tout. Et lorsque la population a l'information, il est très tard. Ils ont déjà vendu leur forêt à quelqu'un. Pour eux, c'était du pain. Ils pensaient qu'en ayant 100 000 francs ou 150 000 francs l'hectare, vraiment, ils ont eu beaucoup d'argent. Pourtant, on est venu, ceux-là qui sont venus acheter savent que demain, ils gagneront 10 fois, 25, 100 fois, comme disait Casimir, plus que ces populations. Et là, c'est triste. Mutation évoque le sujet ce matin. Vous aurez l'occasion de lire ce journal qui parle justement de ce qui pourrait amener autre fait important au Cameroun à travers le titre sur la question de la gestion du patrimoine public de l'État de 2016 à 2021. Et là, Cameroun Tribune parle de la lutte contre les accidents de la route avec les maires désormais au front. Il y a eu des transferts des compétences. Le ministère des Transports a transféré ce qu'il pouvait transférer pour permettre justement aux communes de se mettre au travail désormais. Oui, moi je crois que le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, est en train de démontrer là qu'on peut effectivement passer à la décentralisation, tant décriée ou bien tant réclamée à corps et à cri au Cameroun. Parce que il y a quelques jours, il a décidé, il a transmis 300 millions de francs CFA à une douzaine de communes, généralement des communes accidentogènes, c'est-à-dire des communes qui sont situées sur des axes accidentogènes, sur les axes où on a l'habitude d'avoir des accidents. Donc, il a décidé d'octroyer cet argent-là à ces communes-là pour lutter contre les accidents mortels qu'on enregistre. Moi, je crois que c'est un exemple qu'il faut suivre, que si les autres ministères faisaient également dans cette charge de transfert de compétences, je crois que les communes non seulement se porteraient bien, mais la décentralisation prendrait un sérieux coup positif, et je crois que ce serait pour l'intérêt de tout le monde. D'accord. Alors, est-ce que les orientations ont été données dans le cadre de la gestion de cet argent? On a parlé notamment de la lutte contre les accidents de la route. Oui, moi je trouve que ce ne sera pas il pourra servir à autre chose. Moi je pense que ce ne sera pas facile, Flavien, parce que il est bien beau de décentraliser, mais maintenant, est-ce que cette lutte est une lutte qu'on peut consacrer seulement aux communes? Est-ce que l'argent seul suffit? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs
comment mobiliser ces acteurs et cheminer. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça, le ministère a fait sa part. Oui, non, je dis que c'est une bonne, département ministériel devrait aussi. Mais maintenant, s'il y a 4 parties prenantes et qu'un seul fait sa part et les 3 autres, est-ce que ça n'empêchera pas à un moment, on n'aura pas de difficultés, des problèmes entre entre les communes et peut-être le ministère des Travaux publics sur l'état de la route? Est-ce que les communes ont une qualité à venir arranger la route? On sait que parmi les causes, il y a souvent l'état de la route, entre autres. Est-ce que c'est seulement cet argent sera dans la sensibilisation, dans la prévention? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Vous avez évoqué deux points. Sensibiliser, information, éduquer, voilà. Ce sont des éléments importants. Importants en tout cas pour ces communes, même si le ministère des Travaux publics aussi va faire le geste, comme bien d'autres départements ministériels. Merci à vous, chers messieurs, et bon retour à vos différentes rédactions. Demain, Jean-Paul Chinois sera sur ce même plateau pour l'édition 4 de la semaine. Bonne journée à tous.